Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Idealco pour cette nouvelle série de matinales organisée avec France Mobilité. Donc, cette série de matinales traite de la mobilité, mais surtout de la gouvernance et de l'organisation, notamment avec les changements qui ont lieu avec la LOM. Hier, nous avons reçu M. Rome, M. Despigny et Mme Peigné pour nous parler des enjeux de demain concernant la mobilité et du futur très proche, notamment la prise de compétences, les enjeux qu'entraîne la prise de compétences mobilité pour les collectivités, pour les communautés de communes. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans l'opérationnel sur la thématique de l'organisation. Pour cela, on reçoit Madame Ménard du CEREMA qui va nous parler des cellules régionales de France Mobilité et de toutes les aides qu'elles peuvent vous apporter pour organiser la mobilité sur votre territoire. Ensuite, nous aurons Madame Marbeuf qui va nous présenter ce qui est fait sur la communauté de communes côte ouest centre-Manche. Je pense que j'ai dit tous les C'est mots ça, bien. Côte-Ouest Centre-Manche, vous l'avez bien dit. Génial. Et comment ils ont organisé la mobilité en fonction des enjeux environnementaux et sociaux. Et pour finir, Madame Guioni, qui n'a pas pu être là, nous a enregistré une petite interview sur l'organisation de la mobilité en tant qu'employeur, en référence au projet donc, de Strasbourg Eurométropole Optimix. C'est un projet qui permet d'aider les entreprises du territoire à organiser la mobilité pour leurs employés. Donc voici pour le programme de cette matinée. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants via le module de questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Je ferai le relais de ces questions à la fin de chaque intervention et on gardera aussi un temps d'échange à la fin de la matinale. Donc en bas de votre écran si vous êtes sur Zoom et à gauche si vous êtes sur Vimeo. Je vois déjà que des personnes se sont bien saisies de l'outil. Profitez-en, on a nos intervenants en direct, c'est le moment où j'ai envie de leur poser des questions. Et pensez aussi à elles qui sont seules face à un écran. C'est toujours plus agréable d'avoir un peu d'interaction et d'avoir des questions au fur et à mesure. Que dire de plus? Dernier point opérationnel, ce webinaire est enregistré. Le live sera disponible cet après-midi avec les PowerPoint. Enfin, en fin d'après-midi, hein, laissez-moi un peu de temps. Et voilà, plus d'autres informations à vous donner. Donc, je laisse donc la parole à Madame Ménard. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la démarche France Mobilité et notamment les cellules d'appui régionales qui sont à votre service pour vous accompagner. Donc, France Mobilité, c'est une démarche nationale initiée par le gouvernement, par Elisabeth Borne, qui était alors en charge des transports. Et qui s'appuie beaucoup sur le CEREMA, qui est un des opérateurs en fait, de cette démarche. Donc, peut-être quelques mots sur le CEREMA si vous ne le connaissez pas. On est 2500 personnes, on est implanté sur toute la France. On est la fusion en fait, des cités du CERTU. Aujourd'hui, on est un établissement public, donc on continue à intervenir pour l'État, pour l'élaboration, l'évaluation des politiques publiques. Mais de plus en plus, on intervient directement pour les collectivités locales. En partenariat ou en prestataire pour des missions particulières. Et on intervient dans tous les domaines, aménagement, mais aussi risque, environnement, et puis bien sûr mobilité, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc moi, je suis Isabelle Ménard, donc au CEREMA, je suis directrice de projet, notamment sur France Mobilité, et je suis notamment en charge de la coordination des cellules. Alors, je vais vous présenter, avant de revenir vraiment aux cellules, toute la démarche nationale France Mobilité. En commençant par voir comment cette démarche est née, en fait, elle est née du constat qu'il y avait vraiment un risque de fracture extrêmement important entre, d'une part, les centres urbains, les métropoles qui bénéficient d'une densité telle que c'est aisé de développer des transports en commun qui soient performants, donc qui permettent aux habitants de se déplacer à moindre coût et de façon rapide. Et en contrepartie, en opposition des espaces ruraux ou périurbains, où là, évidemment, les conditions de déplacement en transport en commun, du fait de la faible densité, sont rendues beaucoup plus difficiles, ce qui fait que la voiture devient le mode de déplacement le plus pratique, avec toutes les difficultés environnementales que ça peut poser, notamment en termes de pollution, émissions de gaz polluants, émissions de gaz à effet de serre.
Et même si on passait entièrement à des véhicules électriques, on n'arriverait pas à atteindre nos objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un véritable enjeu à diminuer l'usage de la voiture et surtout à permettre de trouver aussi des alternatives à la voiture pour tous les publics qui ne peuvent pas se déplacer en voiture, sachant qu'on a aussi des enjeux sociaux, sociétaux, avec des coûts du budget, enfin, un poids dans le budget des ménages qui est lié à l'énergie, qui est croissant pour ces habitants-là, avec une sorte de double peine, puisqu'ils ont à la fois des coûts en matière de transport qui sont très lourds, et en même temps des coûts de chauffage, souvent dans des maisons individuelles, souvent mal isolées, qui sont importants. Donc, il y a un véritable enjeu majeur à permettre à ces territoires de limiter la dépendance à la voiture en trouvant des alternatives. Or, ces alternatives, aujourd'hui, elles se développent, elles existent et elles sont de plus en plus nombreuses, que ce soit les mobilités partagées, autopartage, covoiturage, autostop organisé, par exemple. Tout ce qui est mobilité active, vélo, mais aussi marche, et on oublie souvent qu'on marche beaucoup dans les territoires ruraux également. Transport à la demande, mobilité solidaire. Enfin, voilà, on a tout un panel d'expérimentations, de solutions qui sont en train de se développer, soutenues par des opérateurs, par des startups, par des collectivités qui souhaitent développer des choses et qui se lancent dans des expérimentations. Donc, on est face à un peu une sorte de foisonnement qui est porté par l'innovation. Alors, quand on parle d'innovation, on pense souvent innovation technologique, mais il faut aussi avoir en tête que l'innovation, elle peut être tout à fait sociale, sociétale, et c'est ce qui se développe aujourd'hui, notamment dans les territoires ruraux, qui disposent d'autres ressources finalement liées au lien social, à la proximité, et qui permettent d'être un véritable soutien à des innovations d'autres types que de technologies qui relèvent de la société. Donc, par rapport à ce contexte-là, les objectifs que poursuivent France Mobilité, c'est d'abord de créer une communauté pour de rassembler en fait tous les acteurs qui prennent des initiatives, qui lancent des choses, qui soutiennent des solutions déjà à l'échelle nationale. L'idée étant de se dire, aujourd'hui, il y a un véritable besoin de faciliter les expérimentations. On dit souvent qu'en France, il y a énormément de freins à l'expérimentation, qu'on a une bureaucratie, qu'on a un système juridique qui est assez contraignant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir essayer de lever ces verrous. Et une fois qu'on a levé ces verrous, qu'on a développé des expérimentations, c'est de trouver les bonnes conditions pour pouvoir assurer leur diffusion la plus rapide possible. Et donc, pour ça, bien sûr, mettre un maximum d'acteurs en lien les uns avec les autres. Et puis, troisième objectif de France Mobilité, c'est de s'intéresser particulièrement dans les territoires ruraux, périurbains, en tout cas peu denses, dans lesquels il y a à la fois beaucoup de foisonnement de solutions et des besoins qui sont importants, et notamment des besoins en ingénierie qui peuvent être assez importants, avec des ressources, des compétences qui sont moindres généralement que dans les centres urbains. Alors, France Mobilité repose sur 6 actions. D'abord, développer un facilitateur. Donc là, on est bien dans cette idée de faciliter tout ce qui est expérimentation. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dédiées au sein du ministère qui travaillent sur ce sujet, qui peuvent être mobilisées, sollicitées directement, et qui s'appuient aussi sur un appel à projet pour aider aider à mettre et à lancer ces projets qui peuvent être innovants par rapport à la réglementation actuelle. Deuxième axe, c'est la plateforme collaborative que je vais développer par la suite. L'appropriation de l'achat innovant, ça aussi, je vous en reparlerai au titre des outils. Quatrième axe, c'est la création d'une culture innovation et mobilité qui repose beaucoup sur de la formation, donc de la formation tout public pour les collectivités, les techniciens, les élus, mais aussi essayer de former les futurs professionnels qui auront à travailler, notamment par exemple des chargés de mobilité, etc. Donc il y a aussi tout un travail avec les écoles. Cinquième axe, orienter les financements, je vous en parlerai davantage aussi. Et puis sixième axe, soutien en ingénierie pour les territoires peu denses, donc avec la mise en place de ces fameuses cellules que je vais bientôt vous présenter.
Alors d'abord, quelques mots sur la plateforme collaborative. Alors, plateforme collaborative parce que c'est en fait un site internet dont vous avez ici l'adresse, hein, francemobilité.fr. Évidemment, je vous invite à vous y rendre si ce n'est déjà fait. Site internet collaboratif dans le sens, alors il est bien sûr alimenté par tous les experts, ministères, CEREMA, etc. Mais aussi, il est alimenté directement par tous les acteurs de la mobilité qui souhaitent référencer, soit s'y référencer en tant qu'acteur, par exemple une start-up a tout à fait intérêt à être visible sur le site, mais aussi toutes les collectivités qui lancent des projets et qui mettent en œuvre des solutions. Et donc, du coup, il y a une liberté totale, il n'y a aucun filtre pour pouvoir référencer son action et la mettre en visibilité. Et donc, du coup, pouvoir aussi trouver des inspirations, voir aussi ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, on est quasiment à 8000 référencements, y compris des doubles référencements. Donc, on voit un très, très beau succès de cette plateforme qui a été lancée il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Donc, on voit qu'elle répond vraiment à des besoins et que le premier objectif qui était vraiment de créer une communauté d'acteurs et des outils est atteint à travers cette plateforme. Alors, quelques autres sujets en lien avec France Mobilité. France Mobilité s'appuie aussi sur un réseau d'ambassadeurs qui sont des parlementaires, sénateurs, députés, qui sont en fait en charge de remonter un peu les signaux faibles qui remontent des territoires et puis à l'inverse, de faciliter l'essaimage et la diffusion des choses. Alors, ce n'est pas ceux qui sont sur la photo, là, enfin, il y a en tout cas une partie d'entre eux. Mais vous avez toute la liste de ces ambassadeurs sur le site justement France Mobilité. Un comité scientifique aussi dont on ne parle pas assez à mon sens parce qu'ils font un très très bon boulot. Donc vous avez les membres ici qui en fait travaillent pour faciliter la capitalisation. En fait, vous voyez, c'est très foisonnant, cette plateforme collaborative. Il y a énormément d'expérimentations et de solutions qui figurent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en tirer des enseignements, trouver en analysant famille de solutions par famille de solutions, quelles sont les conditions de réussite et quels sont les domaines de pertinence pour faciliter la réplicabilité et faciliter le fait que d'autres collectivités puissent s'en emparer. Donc, ils viennent de publier leurs travaux pour les évaluations des familles qui apparaissent ici, mobilité active, covoiturage par express, maîtrise de la demande, transport solidaire. Ça vient d'être publié sur le site. Moi, je vous invite à les lire. C'est vraiment très riche et c'est tout à fait accessible. Et puis, si vous préférez les vidéos, il y a même une chaîne YouTube qui est associée à France Mobilité où il y a énormément de petits témoignages. C'est des petites vidéos assez courtes, mais donc soit des témoignages d'acteurs, de collectivités, soit aussi des replays, là notamment, qui viennent présenter tous les programmes C2E qui sont des sources de financement et de soutien à vos projets qui peuvent être intéressants. Donc voilà pour France Mobilité dans la démarche nationale. J'en viens maintenant effectivement aux fameuses cellules régionales qui sont vraiment à votre service. Première chose à savoir, c'est que ces cellules en fait sont issues d'un partenariat. Donc c'est un partenariat régional donc avec les services de l'État, donc l'ADREAL, puisqu'on est à l'échelon régional, mais qui travaille avec son réseau des DDT, les directions départementales des territoires, éventuellement de la mer, qui sont souvent des interlocuteurs proches des collectivités. Et donc, bien sûr, le fait d'avoir les services de l'État, ça permet d'avoir un regard juridique législatif sur vos projets. La Banque des territoires qui vient apporter son expertise en matière de financement et là aussi qui a un interlocuteur important des collectivités. Et puis l'ADEME et le CEREMA qui sont là plutôt en tant qu'experts techniques et on travaille beaucoup ensemble. On peut aussi se suppléer puisque ça nous permet de démultiplier nos moyens dans tous les territoires. Alors, ne figure pas ici le conseil régional, mais bien évidemment, parce que ce n'est pas un membre fondateur de la cellule, mais bien sûr qui travaille très étroitement avec la cellule, sachant que chaque cellule aussi est relativement autonome dans sa façon de travailler.
Alors, les missions de ces cellules, 3 missions. La première, c'est d'animer, donc contribuer à l'animation de l'écosystème des acteurs. Alors évidemment, avant le confinement, avant le Covid, il y a eu de nombreux séminaires qui ont été organisés pour permettre aux collectivités qui ont des projets de rencontrer d'autres collectivités, d'avoir des retours d'expérience, et puis aussi de mettre en relation les porteurs de solutions avec les collectivités. Donc, une première phase d'animation. Aujourd'hui, bien sûr, ces séminaires ne peuvent plus être montés en présentiel, mais sont remplacés souvent par des webinaires. Alors, deuxième mission, c'est d'accompagner les collectivités. Cet accompagnement, c'est un accompagnement direct, c'est-à-dire que n'importe quelle collectivité, n'importe quel acteur peut s'adresser à la cellule via une boîte mail et une adresse mail que je vous montrerai par la suite, pour lui poser toute question ou toute demande d'appui. Donc, après, l'appui qui est réalisé par la cellule, il est de quelques jours. Hein, c'est pas... Ensuite, on peut basculer vers une véritable prestation, une étude, etc. Et là, l'idée, c'est d'apporter tout de suite, en mobilisant les bonnes compétences, vous avez vu, techniques, juridiques, financières, pour vous aider à bien lancer le projet, en fait, à bien le poser, à bien prendre en compte tous les enjeux, etc., de manière à vous permettre de penser dans de bonnes conditions. Troisième mission, c'est de capitaliser tout ce qui se passe au niveau régional. Et puis, vous voyez du coup que ces 3 missions, finalement, s'alimentent l'une l'autre. C'est-à-dire que plus on anime, plus on est en capacité d'accompagner, plus on est en capacité d'accompagner, plus on capitalise, plus on anime. Alors, un des axes des accompagnements aujourd'hui, c'est l'accompagnement à l'appropriation de la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités. Donc, il y a déjà eu la matinale hier, je pense que vous avez vu tous les enjeux en matière de prise de compétences. Donc, bien sûr, les cellules sont très mobilisées sur ce sujet pour accompagner notamment les communautés de communes pour prendre la compétence d'organisation des mobilités, sachant que ça pose beaucoup de questions. Ça amène les collectivités, alors déjà à savoir qu'elles ont cette possibilité et qu'elles doivent délibérer avant le 31 mars, donc il y a véritablement une urgence à se poser la question aujourd'hui, et puis à savoir voilà, les impacts techniques, financiers, se saisir de la compétence du pourquoi faire, et donc les cellules sont là pour diffuser de la connaissance, présenter la LOM, et puis aussi vous aider à prendre cette décision, notamment la cellule Hauts-de-France qui a mis en place des rendez-vous spécifiques, mon rendez-vous prise de compétences, et vous avez 1 heure avec les 4 membres de la cellule pour discuter de ce sujet. Donc voilà, une grosse actualité sur la prise de compétences, mais aussi des prestations, hein, des réponses à des sollicitations. Donc vous avez ici les adresses mail qui vous permettent de solliciter directement les cellules que vous retrouvez directement sur le site. Et puis, on avait fait un petit bilan il y a quelques temps déjà sur les différentes prestations qui avaient été réalisées. Donc, on voyait beaucoup de prestations d'accompagnement, mais aussi d'information ou d'aide à la communication, monter un webinaire, des choses comme ça. Alors, en termes d'information, beaucoup sur la LOM, des retours d'expérience. Sur l'accompagnement, on voyait que c'était beaucoup sur comment mettre en place une stratégie, puis 2 sujets, le covoiturage, le vélo, qui ressortaient beaucoup. En termes de bénéficiaires, on est surtout sur les collectivités, à 3/4 des prestations sont pour les collectivités, mais les cellules agissent aussi pour des associations, pour des services de l'État qui ont besoin de précision, pour des entreprises, etc. Alors, les points forts de ces cellules, je pense que vous les devinez en fait à partir de tout ce que je suis en train de vous dire. D'abord, c'est un contact humain. Ça, c'est vraiment important dans le sens où voilà, vous n'avez pas une hotline et je ne sais qui au bout de la hotline. Vous avez des gens qui sont mobilisés sur le terrain, qui travaillent dans le domaine de la mobilité avec tous les acteurs au quotidien, qui essayent d'ouvrir des réseaux, qui essayent de faire réseau un maximum, qui ont une approche globale. Et ça, c'est lié aussi au fait qu'on soit en partenariat. Mais voilà, vous n'avez pas des experts hyper pointus sur un sujet et qui
au contraire, comme ils ont des approches globales, ils sauront vous aider à mettre en œuvre des choses qui soient adaptées à votre contexte territorial et qui prennent en compte les enjeux de mobilité, mais aussi les enjeux d'urbanisme, par exemple, etc., et qui sont tout à fait capables de vous aider à construire une véritable stratégie en matière de mobilité. Et puis qui sont facilitatrices, parce que vous avez vu que c'était vraiment tout à fait dans l'esprit de la démarche France Mobilité, avec la capacité aussi de vous mettre en relation avec le facilitateur France Mobilité. Alors, quelques mots sur l'AMI TenMod. C'est un des outils financiers, en quelque sorte, de France Mobilité. Donc, la nouvelle édition 2021 de l'AMI TenMod a été lancée hier. Donc, vraiment, on ne pouvait pas mieux tomber. Donc, en quoi consiste cet appel à manifestation d'intérêt? Donc, il y a deux thématiques. Une thématique sur la stratégie planification, donc en lien direct pour vous aider à mettre en œuvre la compétence d'organisation des mobilités. Et puis, si vous souhaitez développer des expérimentations de solutions, de projets, là, vous avez un deuxième axe qui vous permet d'avoir un soutien. Il est destiné exclusivement aux territoires peu denses. Alors, on s'appuie sur cette grille. Donc, là aussi, si vous allez dans le cahier des charges, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Et il apporte donc un maximum de 30 000 €, donc un soutien financier avec une subvention à 50% des coûts éligibles, donc 30 000 € pour l'axe 1, 100 000 € pour l'axe 2. Et vous bénéficiez, alors là seulement depuis l'édition 2020, mais c'est aussi repris pour l'édition 2021, un appui technique conjoint de la part de l'ADEME et du CEREMA à toutes les phases en fait, de votre projet, que ce soit en amont pour bien le lancer, dans sa mise en œuvre et puis ensuite dans l'évaluation. Alors, quel est le rôle des cellules par rapport à cette AMI? D'abord, c'est qu'il y a des échanges qui sont obligatoires. En fait, les cellules interviennent pour aider à vous permettre de présenter au jury de sélection des projets, déjà un projet qui soit suffisamment mature pour pouvoir être ensuite accompagné financièrement et techniquement, et aussi de vous aider à monter votre dossier, ce qui peut être utile, si vous voulez, parce que du coup, vous, ça vous permet de mieux présenter votre projet et ensuite, ça facilite les travaux du jury. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette idée de vous aider même avant même que vous soyez lauréat. Et puis ensuite, les cellules ont un rôle de capitalisation par rapport à tous les projets, notamment lauréats, qui sont soutenus pour les faire connaître. Peut-être je peux vous donner les dates pour l'AMI, l'édition 2021. Donc, il faudra envoyer les dossiers de pré-dépôt. Donc là, c'est juste un mail avant le 16 avril. Et puis ensuite, l'échange obligatoire avec la cellule est organisé avant le 30 avril. Donc, évidemment, pas attendre le dernier moment. Bien sûr, c'est d'autant plus efficace si vous le faites tôt pour des dépôts du dossier au 31 mai 2021. Donc, France Mobilité relaie aussi d'autres appels à projets, donc notamment l'appel à projet expérimentation, qui peut être extrêmement utile aussi pour vous. Et puis actuellement, l'appel à projet mobilité solidaire qui va se clôturer bientôt, l'appel à projet continuité cyclable qui va être clôturé, mais on imagine qu'il y aura d'autres éditions. Donc là aussi, les cellules sont tout à fait au courant de tous ces appels à projets, peuvent tout à fait vous aider. Alors, elles ont d'autres outils. D'abord, et là, on s'appuie vraiment sur le site France Mobilité, il y a toute la foire aux questions et tout ce qui concerne les documents qui vont vous permettre de vous approprier toutes les dispositions de la LOM, sachant que c'est quand même une loi majeure, donc assez riche, qui vous offre énormément d'ouverture de possibilités. Donc, la cellule va s'appuyer sur cet outil de foire aux questions, etc., pour pouvoir vous apporter toutes les réponses juridiques. Puis on a les DREAL dans les cellules et les DDT, donc bien sûr tout à fait à même de vous appuyer sur de la compréhension, de la connaissance de la LOM. Alors, un autre outil aussi qui est extrêmement intéressant, c'est pour vous aider à lancer des marchés de prestations, tout type de prestations. Vous avez d'une part des outils, par exemple des modèles, des choses comme ça, qui ont été réalisés en atelier, qui ont rassemblé des collectivités
commanditaires et aussi qui s'appuie sur un sondage de petites entreprises qui ont répondu de manière à trouver les irritants, etc. et à vous permettre de lancer des marchés qui soient les mieux calés possibles, de manière à avoir évidemment les meilleures réponses. Et puis, il y a une base documentaire de près de 6000 références où vous trouverez, et donc là, c'est plus, si vous voulez, que le BOAM, puisque vous avez les DCE, les CCTP, quand c'est disponible, toutes les données relatives aux attributions, donc notamment les prix et les entreprises qui ont été retenues. Vous pouvez faire une recherche selon les thématiques qui sont celles de France Mobilité, selon la localisation, selon les types d'acheteurs. Et puis, l'idée, c'est peut-être à terme d'avoir une base de livrables, parce qu'évidemment, ça serait extrêmement intéressant. Pour l'instant, elle n'existe pas, mais ça sera en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas aussi, quand vous vous saisissez de cet outil, et notamment avec les cellules, de nous faire remonter vos besoins. On essaye au maximum d'être réactif à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des cellules. Mais bien sûr, on s'appuie sur vos retours. Donc, n'hésitez pas à les réaliser, notamment sur cet outil. Et puis, un dernier outil qui est là aussi extrêmement utile, c'est un outil développé avec Aide Territoire qui permet d'avoir un recensement, mais vraiment exhaustif, de tous les financements que vous pouvez mobiliser pour vos projets, pour soutenir vos projets mobilité. Aujourd'hui, vous voyez, il y a 236 résultats. Donc là aussi, tout est fait pour faciliter le recensement de tous ces financements. Vous avez plusieurs critères de recherche. Vous avez des financements qui viennent depuis l'Europe jusqu'au plus local, département, région, etc. Tous les appels à projets qui sont recensés. Donc, c'est une base extrêmement riche. Et puis, vous voyez, vous savez qui est le porteur d'aide, la nature de l'aide, le montant de subvention, est-ce que c'est récurrent. Puis ensuite, quand vous cliquez sur cette petite fiche, vous avez encore beaucoup plus de détails. Donc, c'est un outil, évidemment, que vous pouvez consulter directement, mais sur lequel s'appuient aussi les cellules pour vous aider à développer aussi une ingénierie financière. Alors, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que les cellules France Mobilité, c'était une ingénierie gratuite qui est mise au service des territoires, qui est là pour aider à faire connaître les porteurs de projets, mais aussi aider les collectivités quand elles veulent mettre en œuvre des politiques de mobilité, des projets, pour les aider à trouver les bons partenaires, pour les aider à mobiliser les bons outils. Voilà, je vous remercie de votre attention. Moi, je vous ai bien sûr remis l'adresse du site, une adresse mail aussi qui est générale si vous voulez avoir un contact au niveau national, en plus des contacts des cellules, et puis mes propres coordonnées si vous avez des questions. Et je suis prête à répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas si on le fait maintenant ou si on le fait tout à l'heure. On va pouvoir prendre une ou deux questions avant de laisser la parole à Madame Marbeuf. On a donc une question... attendez, je vais essayer de bien voir. De Monsieur Gollon qui demande qu'appelez-vous les livrables? Oui, si jamais vous commandez des prestations et notamment des études, d'avoir finalement l'étude, le résultat de l'étude, peut-être une synthèse ou même toute l'étude qui soit directement accessible. Évidemment, ça serait très utile. Merci. Alors, on a une autre question du côté de Vimeo. On a Monsieur Benabdelaziz qui demande donc les synergies entre France Mobilité et les collectivités locales, vous en avez parlé, et qui apparemment est intéressé par le concept et qui demande si l'on veut dupliquer ce concept dans d'autres pays, quels conseils pourriez-vous donner? Alors, dans d'autres pays, je vous avoue que là, je ne sais pas. Tout dépend du contexte de ces pays-là. Après, c'est sûr que vous me donnez une idée, on pourrait essayer de se faire connaître à l'international et inspirer d'autres pays. Mais pour l'instant, on reste à l'échelle française. Par contre, on travaille aussi en Outre-mer. En ce moment, on est en train de développer les cellules ultramarines. Donc, la cellule anti-Guyane est bien lancée. On est en train de lancer la cellule océan Indien, Mayotte et Réunion. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ces cellules, c'est la collaboration entre différentes structures aussi. Oui, tout à fait. D'avoir vraiment une connaissance du territoire et d'avoir cet ancrage local en plus.
Oui, c'est vraiment ça. On a bien une démarche nationale qui permet de structurer, d'outiller, etc. Et ensuite, vous avez vraiment des interlocuteurs locaux qui connaissent à la fois les acteurs du territoire, qui connaissent aussi les spécificités des territoires. Et c'est évidemment extrêmement important en matière de mobilité entre du littoral, de la montagne, des territoires très, très ruraux ou alors des problèmes d'accès à la métropole, etc. Enfin, voilà, tous les cas de figure existent et bien sûr, ils connaissent tout ça. Ils sont plus proches. Merci beaucoup pour ces réponses. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Donc, j'invite encore une fois les participants à poser leurs questions via le module de questions-réponses sur l'un ou l'autre canal en fonction de où ils sont connectés. Dans tous les cas, Madame Ménard reste avec nous. On pourra toujours reprendre des questions par la suite. Madame Marbeuf, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Coralie Marbeuf. Je suis coordinatrice mobilité à la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche, donc qui est une communauté de communes, comme son nom l'indique, qui est située dans le département de la Manche, en Normandie. Et j'en profite aussi pour excuser Anne Hébert, qui est la deuxième vice-présidente de la communauté de communes en charge du développement durable et de la mobilité, qui malheureusement a été retenue par d'autres obligations, donc qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est notre humble projet de plateforme de mobilité qui effectivement est à la fois un projet de mobilité solidaire et durable et qui fait un très bon lien avec la présentation de Madame Ménard qu'on a eue auparavant, puisque nous, on a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt France Mobilité de l'édition 2019. Qui nous a permis effectivement d'avoir 100 000 € de financement sur ce projet, en plus et puis qui a été un vrai levier pour derrière aller voir d'autres financeurs pour financer ce projet-là. Donc, tout d'abord, je vais commencer par présenter le territoire avant de présenter le projet en lui-même, puisque en fait, les réalités qui ont lieu sur le territoire ont vraiment impacté. On a vraiment construit le projet en fonction du territoire. Donc, c'est pour ça que je veux commencer par déjà le situer. Comme je vous le disais, on est une communauté de communes qui est située au cœur du département de la Manche. Donc, vous pouvez la voir en rouge sur la carte qui s'affiche à l'écran. Donc, on est à 100 km de Caen environ depuis la partie sud de la communauté de communes et à 45 km de Cherbourg depuis la partie nord du territoire. On est en lien avec vraiment plusieurs autres pôles urbains. Donc, au nord avec Cherbourg, à l'est avec une ville qui s'appelle Carentan, au sud une autre ville qui s'appelle Coutances, et puis au sud-est avec la préfecture du département qui est Saint-Lô. Et puis on appartient également à un parc naturel régional. Donc à la fois le fait d'avoir ce positionnement aux confins de 4 autres communautés de communes et de ces 4 pôle urbain influe vraiment sur la mobilité, les déplacements qu'on a dans le territoire. Et puis, le lien avec le parc naturel régional, c'est aussi un des points de départ du projet que je vais vous présenter ensuite. Donc, nous, on a un territoire relativement rural. Donc, c'est la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche, c'est 30 communes. 22 392 habitants au 1er janvier 2020. Donc, on a 46 habitants au kilomètre carré, donc ce qui fait une densité de population qui permet de caractériser notre territoire comme étant rural. On est aussi un territoire relativement récent, puisque la communauté de communes est issue de la fusion de 3 autres communautés de communes au 1er janvier 2017. Donc 3 autres communautés de communes qui étaient organisées historiquement autour des 3 pôles de proximité que sont La Haye, l'Essai et Perrier, donc qui sont en gras et en noir sur la carte à l'écran.
Donc, ces 3 pôles, on les appelle pôles de proximité, puisqu'en fait, ils concentrent la plupart de la population. La Haye, c'est une commune de 4100 habitants environ. L'Essay et Perrier, on est autour de 2180 habitants pour chaque communauté de communes. Et puis ensuite, on a une autre commune qui est autour de 2100 habitants et 2 autres communes autour de 1500. Et toutes les autres communes, on est à moins de 1000 habitants. Donc, ces 3 pôles de proximité, c'est aussi ceux qui concentrent davantage de services, de commerce, d'emploi, avec des zones d'activité. Et puis, le choix qui a été fait par la communauté de communes nouvellement créée, c'est de garder les services de la communauté de communes sur ces 3 pôles de proximité. Et ça a eu une vraie incidence sur le projet de plateforme de mobilité, puisque cette plateforme qui est physique, en fait, se retrouve sur les 3 pôles. Donc, les accompagnements de la plateforme peuvent être menés sur ces 3 lieux-là aussi, pour essayer d'être au plus près des habitants. Donc, nous, on a eu 2 diagnostics de mobilité qui ont été menés en 2016 sur 2 des anciennes communautés de communes historiques, ainsi qu'une étude de faisabilité du projet de plateforme de mobilité qui a été menée entre 2017 et 2018. Et donc, ça nous a permis de faire ressortir les atouts et les limites de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes. Donc, en matière de problématiques, ces études-là ont identifié des publics particulièrement fragilisés dans leur déplacement, qui sont les personnes en recherche d'insertion professionnelle et qui ne parviennent pas à accéder à un emploi ou à une formation à cause du manque de mobilité. Les personnes âgées en perte d'autonomie, qui souffrent d'isolement géographique et social. Et puis, les jeunes aussi, pour accéder à des activités culturelles ou de loisirs. Et ces difficultés face à la mobilité s'expliquent par plusieurs caractéristiques. Déjà, on est dans un territoire où il y a une forte présence de la voiture individuelle, étant donné qu'on est dans un territoire peu dense, une forte présence de la voiture individuelle qui s'explique aussi par le fait qu'on a un manque de solutions de transport alternatives à la voiture. L'offre de mobilité manque aussi d'homogénéité sur notre territoire, ce qui avait été identifié dans le diagnostic. C'est en partie dû au fait qu'il y a 3 communautés de communes historiques et donc il y a des services de mobilité qui continuent à être organisés seulement par anciens territoires, anciennes communautés de communes. La problématique avec ça, c'est que du coup, on retrouve certains services sur certains secteurs de la nouvelle communauté de communes et pas sur d'autres. Donc, il y a également peu de connexions en transport en commun vers les pôles extérieurs. Donc, tout à l'heure, je citais donc 4 pôles urbains. On n'a pas de connexion directe avec Cherbourg, ni avec Carentan, où on trouve pourtant une gare importante, puisqu'elle est située sur l'axe Cherbourg-Paris. Les habitants du territoire n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour rejoindre cette gare-là pour l'instant. Et puis également vers Saint-Lô qui concentre du coup des services administratifs et davantage aussi de services commerce du quotidien. On n'a pas de liaison directe non plus vers ce pôle urbain-là. Dans l'étude de faisabilité, on a également relevé des freins cognitifs à la mobilité, un manque d'informations sur l'offre de mobilité existante. Et puis nous, c'est vrai qu'on n'a pas de gare non plus sur notre territoire, comme je le disais. Par contre, l'étude de faisabilité a permis de mettre en avant qu'il y avait des atouts pour la mobilité. Donc, on a un réseau dense de routes secondaires et un territoire qui est relativement plat. Et donc, ça a été vraiment propice à la mise en place d'itinéraires cyclables. J'en reparlerai plutôt un petit peu sur la fin pour voir l'articulation avec les autres démarches et projets de la communauté de communes. On a une réelle mobilisation des acteurs, qu'ils soient associatifs ou publics, sur la question de la mobilité, une vraie prise en compte par ces acteurs de la nécessité d'agir sur cette thématique-là.
Et puis, il y a des initiatives locales, associatives, publiques, institutionnelles sur la mobilité. Donc, nous, on a vraiment souhaité s'appuyer sur toute cette offre qui existait déjà en matière de mobilité. Donc, on a une ligne de bus régulière. Donc, ça, c'est géré, organisé par la région Normandie, donc, qui permet en fait de relier deux pôles urbains quand même de façon régulière. 3 services de transport à la demande, mais qui sont en fait qui correspondent aux 3 secteurs des anciennes communautés de communes. On a 2 services de chauffeurs bénévoles. C'est une initiative qui s'appelle Solidarité Transport. Donc, il y a un dispositif mis en place par la MSA avec le soutien d'associations locales. Donc, ça, 2 services qui couvrent du coup 2 des anciens secteurs des anciennes communautés de communes, et on est en train d'essayer de le développer sur la 3e partie du territoire. Donc, le réseau d'itinéraires cyclables, il y a également plusieurs aides financières à la mobilité dont on a connaissance, donc soit par le département pour les bénéficiaires du RSA, des dispositifs de microcrédit, via la mission locale des dispositifs de microcrédit existants également. On a un garage solidaire qui est à proximité du territoire, une auto-école sociale qui est aussi à proximité de la communauté de communes pour les publics bénéficiaires du RSA. La région Normandie a mis en place un site d'information sur les transports en commun pour pouvoir faire son trajet, et puis un ensemble d'autres associations à proximité qui ont pu mettre en place des navettes pour se rendre sur les zones ostréicoles ou bus social, mais qui ne couvrent pas encore toute la communauté de communes, seulement la partie sud du territoire. Donc, face en fait, à toutes ces problématiques de mobilité identifiées dans les diagnostics mobilité ou dans l'étude de faisabilité, a été décidé par la communauté de communes de mettre en place une plateforme de mobilité. Donc, une plateforme de mobilité, en fait, c'est conçu comme un guichet unique en matière de mobilité et qui propose des solutions d'accompagnement à la mobilité aux habitants du territoire. Une petite précision peut-être juste avant, nous, on n'a pas la compétence mobilité, on n'est pas AOM, donc on agit avec un groupe de compétences facultatives sur le transport de personnes, dans lequel on retrouve organisation des transports scolaires en tant qu'AO2 plutôt, en soutien avec la région, le transport des élèves d'école primaire vers les cinémas sur le temps scolaire ou vers les piscines sur le temps scolaire, une participation financière au transport à la demande régionale, et puis mise en œuvre d'études et de projets relatifs au plan de mobilité de la communauté de communes. C'est à ce titre-là qu'on a mis en place cette démarche de plateforme de mobilité. Donc, c'est une démarche qu'on a vraiment reconstruite avec de nombreux acteurs. J'en parlais tout à l'heure, il y a les 2 diagnostics mobilité, puis l'étude de faisabilité. Donc, l'étude de faisabilité, ça a été une opportunité grâce au fonds TEPCV. On a fait venir 2 essaimeurs de plateformes qui ont mené à bien cette étude-là et qui nous ont aidés à mettre en place un groupe projet composé de tous les acteurs concernés par la question de mobilité. Donc, depuis la définition des enjeux et des besoins jusqu'au dimensionnement de la plateforme en soi. Alors, je dis « on », mais moi, je n'étais pas arrivée à cette époque-là dans la communauté de communes. C'était ma collègue qui travaille toujours sur le développement durable et la transition énergétique qui a vraiment suivi ce projet. Moi, je suis arrivée vraiment sur la partie coordination du projet. Fin 2018, les élus communautaires ont validé le projet d'une expérimentation de plateforme de mobilité pendant 3 ans. Donc, s'en est suivi la mise en place d'un plan de financement prévisionnel et la recherche de financement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a été lauréat à l'appel à manifestation d'intérêt France Mobilité. Donc, on a un financement de l'ADEME à ce titre-là de 100 000 € et ça a été vraiment un vrai levier pour aller voir d'autres financeurs sur la question. Donc ensuite, derrière, on retrouve les financements de l'État au titre
de la directe pour les publics en insertion professionnelle et du contrat de ruralité. La région Normandie également, le département de la Manche, alors au titre du contrat de territoire et puis au titre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de la Manche, et puis l'Union européenne également sur les fonds leaders. Donc en 2019, ça a été aussi toute la phase de préparation opérationnelle du projet, donc autour d'un portage mixte public-privé. Et puis en janvier 2020, on a ouvert au public la plateforme de mobilité. Donc quand je dis organisation public-privée, l'objectif a été vraiment de faire avec les acteurs, de plutôt renforcer les dispositifs existants, de s'appuyer sur eux, de ne pas recréer des choses qui existent déjà, mais plutôt voilà, de les renforcer, de les dynamiser pour résoudre les problématiques de mobilité qu'on a pu identifier tout à l'heure. Donc, c'est la communauté de communes qui porte la plateforme de mobilité. Donc, il y a eu le recrutement donc, de mon poste pour coordonner le projet. Donc, ça, c'était toute fin septembre 2019. Et puis, derrière, tous les accompagnements effectifs avec le public, on s'est appuyé sur vraiment des acteurs associatifs, institutionnels qui mettent en place déjà des choses. Donc, on a 2 prestataires qui viennent proposer donc, leurs accompagnements à la mobilité et qui sont aussi des acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire, puisque ce sont des associations dont l'un est atelier chantier d'insertion avec une partie sur des locations solidaires de véhicules et puis l'autre qui est également une association qui est plateforme de mobilité, garage solidaire itinérant et qui propose du conseil en mobilité. Donc ce sont des associations qui seront relativement reconnues sur notre territoire, donc c'est pour ça que qui se situent un petit peu à proximité du territoire sans être sur la communauté de communes directement. Et on a souhaité vraiment à la fois aller renforcer leurs actions en les prenant comme prestataires et puis bénéficier de leur expertise pour mettre en place la plateforme de mobilité. Derrière, nous aussi, en tant que plateforme guichet unique sur la mobilité, on oriente vraiment vers les opérateurs de mobilité locaux, donc que ce soit des dispositifs ou aides institutionnelles ou bien des initiatives mises en place par des associations. Et puis, on travaille également avec de nombreux acteurs du champ social et de l'emploi qui sont soit prescripteurs ou bien relais de l'information vers la plateforme de mobilité. Donc, en fait, là, vous pouvez voir s'afficher à l'écran tous les acteurs avec lesquels on a travaillé dans le cadre de l'étude de faisabilité, avec lesquels on continue à travailler sur le projet. Donc, tous les acteurs du champ social et de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi, des structures d'insertion, la mission locale, les centres médico-sociaux du département, un centre social qui est sur notre territoire aussi, la CAF, la CARSAT, la MSA, etc. Mais également en matière de relais de l'information, les mairies, CCAS, centres de formation, CLIC, SAG et services d'aide à domicile, les maisons France Service, les associations locales aussi. Donc à la fois relais de l'information pour la plateforme de mobilité, puis nous on communique aussi dans le cadre de la plateforme sur ce qu'ils font lorsqu'on rencontre des personnes qui ont des problématiques autres que la mobilité. Donc nos 2 prestataires, les opérateurs de mobilité, donc que ce soit garage solidaire, auto-école sociale, chauffeurs bénévoles, les associations qui proposent des navettes marées ou un bus social sur la partie sud de notre territoire, du transport à la demande, les lignes régulières, et puis bien sûr tous les acteurs financiers que j'ai cités tout à l'heure. Et on a également des acteurs institutionnels qui ne nous ont pas forcément apporté de soutien financier, mais par contre qui nous suivent vraiment, donc à savoir la DDTM, la CRES, le parc naturel régional dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ils sont aussi vraiment des soutiens techniques qui nous ont aidés à construire le projet qui faisait partie du groupe projet et qui font aujourd'hui partie de notre gouvernance. Nous, la plateforme, elle a été construite autour de 3 grands objectifs qui sont d'accompagner les publics vers une mobilité autonome,
de développer des mobilités alternatives à la voiture individuelle, donc à la fois offrir de nouvelles solutions et amener les habitants à aller vers ces solutions de mobilité alternative à la voiture individuelle. Et puis, un objectif qui était vraiment de renforcer l'attractivité territoriale, puisqu'on sait aussi que la mobilité est un frein pour les employeurs, par exemple, à recruter des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, et d'améliorer, bien sûr, la qualité de vie des habitants. Donc, elle a été conçue autour de plusieurs principes. Le plus grand d'entre eux, le plus grand de ces principes, c'est vraiment l'avoir construite entre le pouvoir bouger, donc c'est-à-dire donner aux habitants les capacités de se déplacer, donc à la fois en améliorant l'offre de transport, en jouant sur les moyens financiers de la mobilité aussi, et puis en offrant de l'information sur l'offre de transport qui existe. Et puis, sur le savoir bouger, qui est vraiment le développement de compétences et des capacités cognitives face à la mobilité. Donc, c'est lire un plan, une carte, savoir utiliser les outils numériques pour connaître et se repérer dans l'offre de transport, apprendre à prendre les transports, apprendre à conduire, et puis surtout s'autoriser à déménager, s'autoriser à prendre les transports, à utiliser des solutions de mobilité nouvelles, voilà, etc. Et la plateforme, on l'a aussi conçue pour être vraiment pour tous, pour accueillir tous les publics. Elle est conçue comme multi-site, puisqu'on est présent sur les 3 pôles de proximité. Donc, comme je le disais, c'est vraiment avec les acteurs qu'on souhaite faire cette plateforme de mobilité, qui est aussi rurale du fait des caractéristiques de notre territoire. Et puis, une plateforme qu'on a voulu être évolutive et donc qui a prévu une montée en puissance progressive pendant les 3 années d'expérimentation. Donc, on a pu concevoir un schéma du fonctionnement pour la première année de fonctionnement de notre plateforme de mobilité. Donc, en fait, un habitant a 2 portes d'entrée sur la plateforme. Soit un prescripteur, donc les acteurs du champ social et de l'emploi, identifient une problématique de mobilité chez un habitant du territoire, et donc il nous l'oriente via le remplissage d'une fiche navette. Nous, on recontacte la personne derrière et on l'inscrit, on lui propose un premier rendez-vous sur la plateforme de mobilité. Ou bien, deuxième porte d'entrée sur la plateforme, la personne a une connaissance grâce à un relais de l'information, grâce à du bouche à oreille, grâce à une information sur Internet ou sur un support d'information papier de la plateforme de mobilité, et nous contacte pour avoir des renseignements sur la mobilité ou bien pour être accompagné dans ces problématiques de déplacement. Donc là, premier accompagnement à la mobilité qu'on propose, c'est d'être point d'information unique sur les déplacements. Donc, on renseigne les personnes sur l'offre de mobilité existante. Donc là, c'est une partie de mon rôle, de mes missions. Et puis derrière également, dans les missions que je peux avoir en tant que porte d'entrée sur la plateforme, c'est vraiment la communication, la gestion, le suivi financier du projet, suivi des indicateurs du projet aussi, compilation de l'information et des besoins qui peuvent remonter, rôle d'observatoire donc, et puis tout ce qui est la prise de rendez-vous avec les prestataires pour les accompagnements également. Et puis également de faire tout ce qui est les relations extérieures, de partenariat, que ce soit partenariat avec des acteurs qui sont sur notre territoire ou des acteurs extérieurs au territoire vers d'autres collectivités ou d'autres EPCI voisins. Donc ensuite, une personne qui souhaite aller plus loin que le simple renseignement sur l'offre de mobilité, on a 2 accompagnements différents qu'on peut lui proposer. Le premier, c'est des conseils et des formations à la mobilité, donc avec un conseiller mobilité qui est salarié de l'association prestataire qui s'appelle Mobilis. Donc, ce conseiller en mobilité va réaliser un diagnostic mobilité des besoins de la personne pour ensuite faire tout un suivi de parcours sur différents points.
Le conseiller mobilité est également l'organisateur et l'animateur d'ateliers de mobilité collectifs. Et puis, comme moi pour le point d'information unique, le conseiller en mobilité est amené à orienter les personnes vers les différentes solutions du transport qu'on a pu voir tout à l'heure, donc aussi bien transport en commun, transport à la demande, association sur le vélo, sur la sécurité routière, chauffeur bénévole, garage solidaire, etc. Et puis tout ce qui est également microcrédit et aide financière à la mobilité. Et le deuxième grand accompagnement à la mobilité qu'on a, ce sont les locations solidaires de véhicules. Donc ça se fait à tarif social. On a 3 voitures, 7 scooters et 5 vélos à assistance électrique aujourd'hui. Et donc on loue donc avec des conditions de public prioritaires et puis des conditions aussi qui tiennent, on va le voir un petit peu tout à l'heure, de bien habiter le territoire. Pour pouvoir louer ces véhicules-là. Donc, autant le conseiller en mobilité et location solidaire de véhicules sont réservés à des habitants du territoire, autant le point d'information unique, on peut aussi avoir des personnes extérieures au territoire qui nous appellent, telles que soit d'autres partenaires, d'autres personnes qui aussi souhaitent être renvoyées vers des offres de mobilité externes au territoire qui nous contactent pour avoir de l'information. Donc voilà, comme je le disais, on a 3 accompagnements qui sont mis en place et donc on a pu faire quelques calculs sur quels étaient les accompagnements dont les personnes ont bénéficié depuis janvier 2020 jusqu'en octobre 2020. Donc on avait en octobre 2020 42 personnes qui ont bénéficié du point d'information unique, 99 personnes inscrites sur le conseil en mobilité, 7 personnes sur les locations de véhicules et puis 4 personnes qui ont bénéficié de l'auto-école sociale, qui est aussi menée par la même association prestataire qu'on a. C'est une auto-école sociale qui est réalisée par cette association-là en lien avec le département de la Manche. C'est réservé à des bénéficiaires du RSA. Ça leur permet d'avoir un accompagnement humain renforcé au passage du code de la route et du permis de conduire, et en parallèle avec un coût financier restreint pour ces personnes-là. Et donc nous, dans le cadre de notre partenariat avec l'association Mobilis, on a 4 places qui sont réservées pour les habitants de notre territoire sur l'auto-école sociale qui est située à une vingtaine de kilomètres de notre territoire depuis la partie sud. Donc, sur le conseil en mobilité, donc tout d'abord les permanences individuelles, voilà, pour avoir un petit peu plus de lisibilité sur ce que ça peut recouvrir. Donc, outre le diagnostic mobilité qui est effectué au départ d'une rencontre avec la personne inscrite sur la plateforme de mobilité, ça peut être des aides pour savoir quelles aides financières la personne peut avoir pour financer un permis de conduire, l'achat ou la réparation d'un véhicule, de l'aide sur les démarches administratives liées à la mobilité, de l'accompagnement pour se servir des sites internet de covoiturage, de Google Maps, du site de la région Normandie aussi sur les transports en commun, apprendre à lire un plan, une carte, des accompagnements physiques en transport en commun, du soutien au code de la route. Et puis, on peut également faire, puisque on a outre le conseiller en mobilité une monitrice auto-école sociale, aussi salariée de l'association prestataire sur le conseiller en mobilité, qui intervient de manière ponctuelle au titre de ces prestations-là. Et donc, qui peut aussi faire des évaluations de code et de conduite en amont d'une inscription en auto-école. Et donc, c'est très, très large, très divers ce que le conseiller en mobilité peut recouvrir. Le conseil en mobilité donc, permet aussi de faire des ateliers collectifs qui se suivent souvent d'un suivi individualisé. Ces ateliers, on souhaite les co-construire avec les partenaires qui sont intéressés par ces ateliers-là pour vraiment être au plus près des besoins de ces publics-là. Alors, en matière d'ateliers, malheureusement, on souhaitait en réaliser plus sur cette année-là. On n'a pu en mettre que 2, principalement donc, en raison du Covid et puis de ses conséquences sur la tenue de réunions en présentiel. Donc, il y a eu
une information collective réalisée auprès de salariés d'un chantier d'insertion par notre conseillère en mobilité. Et puis en distanciel, on a également fait un atelier diagnostic code de la route avec des jeunes suivis par la mission locale. Donc, sur les locations de véhicules, donc, comme je le disais, on a 3 voitures. Ça, c'est une acquisition de notre prestataire qui nous les met à disposition dans le cadre du marché public qu'on a passé avec lui. Et puis 7 scooters et 5 vélos à assistance électrique qui sont acquisition de la communauté de communes en direct. Donc les conditions de location, c'est vraiment de résider sur une des 30 communes du territoire, avoir des difficultés de mobilité au quotidien. On est vraiment là pour accompagner les personnes sur leurs difficultés de mobilité au quotidien et non pas de faire des activités de loisirs. En tout cas, ce n'est pas l'objet pour l'instant. Et puis, bien sûr, la possession d'un titre de conduite. Donc, il y a des tarifs de location qui ont été définis et également des durées de location. L'idée étant de vraiment proposer une location solidaire temporaire afin que la personne puisse, à côté de ça, être accompagnée par la conseillère en mobilité pour pouvoir retrouver une solution de transport plus pérenne. Donc, sur les voitures, par exemple, on est à 4 € par jour et 80 € par mois dans la limite de 3 mois maximum de location, avec une possibilité quand même de prolonger pour 1 mois supplémentaire. Donc, on a souhaité vraiment que la plateforme soit ouverte à tous, sans condition d'âge, sans condition de revenus, de situation. Les accompagnements à la mobilité, on peut vraiment les mettre en place à partir du moment où la personne réside sur le territoire communautaire. Et puis cette condition, elle n'existe pas, elle est levée quand il s'agit du point d'information unique. Donc, au niveau des profils des usagers accueillis, justement, sur le point d'information unique, on a vraiment beaucoup de demandes en provenance des personnes âgées. Elles sont 40% à nous avoir fait des demandes entre janvier et puis la fin du mois d'octobre 2020. Sur le conseiller en mobilité et les locations de véhicules, on est beaucoup sur un public en insertion professionnelle pour le moment, puisque ça représente 71% des publics accueillis sur ces 2 services d'accompagnement à la mobilité, en sachant que les données sur les locations de véhicules sont un petit peu plus pauvres, puisqu'on a commencé en raison du Covid qu'à partir du 1er septembre 2020. Là, on aurait dû le mettre en place plutôt sur le premier trimestre de l'année. Et puis, dans ces 2 services-là, location et conseiller en mobilité, donc 63% des personnes ont entre 25 et 60 ans et 20% entre 16 et 25 ans. Et puis, on a vraiment une forte proportion de personnes qui ont des faibles ressources financières, puisque 60% des personnes accueillies par la plateforme ont moins de 1 200 € par mois, tandis que, et parmi ces 60%-là, 34% vivent avec moins de 750 € par mois. Donc ça, c'est le cœur de la plateforme en première année d'expérimentation, donc depuis janvier 2020. Mais la plateforme a aussi été construite comme un espace de concertation et de co-construction des solutions de mobilité. Donc, tout d'abord, c'est une plateforme qui a vraiment vocation à être évolutive. Donc, d'abord, à monter en puissance avec de l'achat de nouveaux véhicules, le renforcement du conseil en mobilité, davantage de mise en place d'ateliers mobilité également. On a aussi un projet de bus social aménagé aux personnes à mobilité réduite. Ce qui nous a été remonté des partenaires, c'est aussi de pouvoir essayer peut-être de faire une étude pour éventuellement louer une voiture sans permis, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et puis également la nécessité peut-être de mettre en place une auto-école sociale directement sur notre territoire, puisque ça suppose parfois pour les personnes bénéficiaires du RSA de notre territoire de trouver une solution de mobilité pour se déplacer jusqu'à la ville un petit peu plus loin où il y a déjà une auto-école sociale, ce qui n'est pas évident en fait pour beaucoup de ces publics dans la réalité. Et puis, deuxième axe d'évolution, c'est vraiment réfléchir, mettre en œuvre d'autres initiatives de mobilité. Donc, on a un projet de développer les chauffeurs bénévoles sur la 3e partie du territoire, de pouvoir mettre en place du covoiturage de proximité. On souhaite également renforcer, améliorer le transport à la demande existant et puis renforcer aussi notre politique vélo. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a prévu dans l'étude de faisabilité comme étant progressif sur les 3 années à venir,
Donc, en année 2, on est censé plutôt augmenter le nombre de véhicules et puis mettre en place vraiment des groupes de travail pour réfléchir aux nouvelles solutions de mobilité. Et puis, en année 3, outre l'évaluation de la plateforme, c'est aussi essayer de mettre en place ce projet de bus social de façon opérationnelle à partir de janvier 2022. Donc, pour justement développer ces nouvelles solutions de mobilité, faire évoluer la plateforme, on a décidé de mettre en place une gouvernance participative qui s'articule autour de 3 instances. Donc, le comité de pilotage, qui est notre instance stratégique décisionnelle. Le comité de pilotage s'organise en 3 collèges. Un collège représentant les élus, un autre les partenaires financiers, institutionnels, acteurs du champ social et de l'emploi, et un 3e collège qui représente les usagers de la plateforme. Ensuite, on a un comité technique qui, lui, se réunit de façon plus régulière puisque c'est vraiment l'instance de suivi de la plateforme au quotidien, de mise en œuvre des choix stratégiques. Et puis, la 3e instance, ce sont des groupes thématiques. Donc, sur différentes thématiques, on a défini le vélo, le transport à la demande, les mobilités partagées et l'éducation à la mobilité pour l'instant, mais ça peut être amené à évoluer. Donc, ce sont des groupes thématiques que nous, on a inscrits dans notre commission développement durable et mobilité, donc avec un groupe d'élus. Et puis ensuite, en fonction des thématiques, on invite les acteurs associatifs, société civile, acteurs institutionnels, publics, qui ont envie de travailler avec nous, qui ont un intérêt pour travailler sur ces différentes thématiques-là. Donc, gouvernance qui a un petit peu été retardée, notamment sur les groupes thématiques et sur le comité de pilotage par le Covid quand même, puisque avec le report des élections municipales et communautaires et les conséquences sur la tenue de réunions en présentiel, on n'a pas pu tous les mettre en œuvre. Et puis, nous, on est vraiment, la plateforme de mobilité a vocation à s'inscrire dans une démarche de mobilité plus large et transversale. Donc, je vous ai mis des exemples de politiques ou démarches dans lesquelles la mobilité s'inscrit. Donc, déjà, on a notre politique vélo, puisque la communauté de communes, entre 2017 et 2019, a mis en place 9 itinéraires cyclables qui ont pour but d'être sur le trajet le plus malin, entre guillemets, donc avec beaucoup de signalisation, de marquage au sol, et en empruntant le réseau dense de routes secondaires. Pour promouvoir ces itinéraires cyclables-là, et puis également la voie verte départementale qu'on a sur notre territoire, on a fait des cartes et des fiches vélo en lien avec les offices de tourisme. Et puis également un travail de stationnement vélo en lien avec les communes du territoire. La mobilité, ça va être aussi une orientation du plan climat et énergie territoriale qui est en construction, de même pour les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. La mobilité s'inscrit aussi dans la stratégie économique et tourisme de la communauté de communes. On travaille beaucoup en lien avec le plan local autonomie sur la mise en place de projets destinés à la mobilité des personnes âgées. Et on a d'ailleurs un projet du plan local autonomie de réaliser une conciergerie itinérante. C'est un projet qui est à l'état d'étude pour l'instant, mais qui vise en fait à amener aux personnes âgées tout un tas de services plutôt vers leur domicile. Donc, portage de médicaments, aide sur le numérique à domicile, portage de courses, etc. Et puis, on souhaite aussi travailler sur la jeunesse et avec l'axe de travail sur l'éducation à la mobilité pour les plus jeunes. Donc, c'est un projet de mobilité qu'on souhaite vraiment inscrire dans des démarches plus transversales. C'est un petit peu la façon dont on souhaite aussi travailler pour la suite. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais voilà, n'hésitez pas à en poser, que ce soit dans le chat. Je ne les ai pas vus pour l'instant, mais je suppose que Madame Raffard, vous avez dû les voir. Je vais m'en occuper. On a effectivement quelques questions sur Vimeo et quelques questions également sur le chat. Merci beaucoup pour votre présentation. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça reprend bien
la coopération entre les différents acteurs, une gouvernance un peu plus agile, la transversalité des projets, notamment environnement et sociaux, donc un projet très systémique, si on emploie le mot un peu à la mode. Alors, on a plusieurs questions sur son fonctionnement. D'accord. Notamment sur les financements, Madame Plantecoste pardon, nous demande si la conférence des financeurs vous a accordé des fonds sur une année ou plusieurs. Une année. Une année. Et elle nous demande également, avez-vous le nombre de personnes de plus de 60 ans qui ont bénéficié du conseil en mobilité? Oui, sur le conseil en mobilité, alors je reprends tout de suite pour ne pas vous dire de bêtises. On a relativement beaucoup moins de personnes âgées sur le conseil en mobilité. Mais on a 5% des personnes accompagnées par le conseil en mobilité qui avaient plus de 60 ans. Donc, étant donné qu'on est à 99 personnes accompagnées par le conseiller en mobilité sur cette période, on est environ à 5 personnes. Merci. Et la question à la mode, est-ce que vous allez prendre la compétence mobilité d'ici là? Bah ça, c'est vraiment une question politique, donc je ne me permettrai pas d'y répondre puisqu'il n'y a pas encore eu de décision politique qui a été faite par rapport à ça. Mais on y travaille par contre beaucoup. Donc avec le groupe de travail élu, on va avoir plusieurs, là, d'ici la fin décembre, début janvier, plusieurs réunions à ce sujet-là. Et puis, on va également y travailler en lien avec les maires du territoire pour au moins leur présenter cette fameuse compétence, puisque eux aussi devront se prononcer dessus. Et notamment tous les enjeux qui y sont liés, je pense, qui sont bien retranscrits dans toutes vos actions de mobilité. Alors, on a des questions sur France Mobilité, mais je vous propose qu'on regarde la petite vidéo de l'Eurométropole de Strasbourg avant de peut-être poser toutes les questions qui pourraient rester en suspens. C'est une vidéo très courte de 5 minutes, donc comme ça vous laisse le temps aussi de réfléchir à d'autres questions que vous pourrez poser, que ce soit sur le retour d'expérience de la communauté de communes. À chaque fois, j'ai peur de mélanger les noms côte, ouest, centre, Manche, ou sur les cellules régionales. D'ailleurs, Madame Ménard, restez en ligne car nous avons quelques questions sur France Mobilité et leur accueil. Alors, je vais vous partager. Ça et... Non, c'est bon. Bonjour, je suis Christine Guilloni et je suis en charge des plans de mobilité des employeurs à l'Eurométropole de Strasbourg. Donc dans ce cadre-là, on a développé un accompagnement qui s'appelle Optimix, qui comprend une application web et l'accompagnement classique, c'est-à-dire conseil, animation, etc. Alors, les plus grandes difficultés des employeurs, donc j'en vois plusieurs. J'ai le sentiment qu'il est compliqué pour les employeurs de passer de l'étape du diagnostic à l'étape très concrète de rédaction et de mise en place d'un plan d'action. J'ai le sentiment qu'ils se sentent un petit peu perdus, en fait, parce qu'ils ne sont pas experts sur le sujet de la mobilité, et c'est complètement normal. Je vois aussi dans les difficultés, maintenant, le forfait mobilité durable, ça apporte, on va dire, un nouvel outil, et malgré tout, la mise en place du forfait mobilité durable est aussi compliquée pour plusieurs choses, et notamment par rapport à la mobilité vélo. Moi, les questions que j'ai, qui me reviennent, c'est comment on contrôle que les salariés viennent effectivement à vélo. Voilà. Et encore une autre chose aussi, parfois dans les entreprises où il y a des tensions sociales, parler de la mobilité, c'est compliqué parce que c'est vraiment le cadet des soucis des salariés et on sent qu'il y a une tension supplémentaire. Donc, en tant qu'employeur, l'Eurométropole, qui à l'époque s'appelait la communauté urbaine de Strasbourg, a été une des premières collectivités à avoir un plan de déplacement. C'était en 1998.
Donc, on a plus de 20 ans d'expérience en plan de mobilité interne. Donc, je vais vous parler que des dernières années. Donc, globalement, comment on mène le plan de mobilité en interne? Déjà, en ayant une équipe de travail qui est transversale. On a une équipe de travail donc, qui est pilotée par le service déplacement, donc par moi-même. Et dans cette équipe de travail, il y a aussi la DRH, il y a les moyens généraux, il y a le service qui est en charge de l'allocation des véhicules. On a aussi ce qu'on appelle la mission des temps. Concrètement, ce sont les collègues qui travaillent plutôt sur le télétravail, on va dire. Et on a bien sûr la communication interne et voilà, parfois d'autres services qui se greffent à notre groupe de projet. Et donc, en fait, le plan de mobilité interne est sans arrêt re-questionné, en fait, re-questionné, redynamisé. On essaye tous les 5 à 6 ans de refaire un diagnostic, donc pour évaluer où on en est sur les parts modales notamment, et dans les actions très emblématiques. Donc les actions emblématiques qu'on a pu mettre en œuvre et qui ont impulsé un changement de comportement, il y a tout simplement non, la réalisation d'un énorme silo à vélo de 300 places qui a vraiment boosté, on va dire, la mobilité à vélo. Il y a eu aussi le remboursement à 75% des abonnements de transport en commun. Donc, nous, on a les abonnements de transport en commun, on va dire classiques, bus et tramway. Et on a aussi un abonnement qui s'appelle le Pass Mobilité. Et dans cet abonnement, on a aussi bien le vélo que le transport en commun, que la location des cities. Voilà. Donc, tout ça, cet abonnement-là aussi, Pass Mobilité, est pris en charge à hauteur de 75%. Ce qui fait qu'on a, je crois, plus de 1500 salariés sur les 8000 qui ont un abonnement en transport en commun. Dans les autres actions emblématiques, la location de vélos ne coûte que 1 euro par mois aux agents, contre, je ne sais plus, une vingtaine d'euros, on va dire, dans le civil, entre guillemets. Voilà. Et donc, régulièrement, on re-questionne aussi bien la mobilité pour les déplacements professionnels que pour les déplacements domicile-travail, voir comment on peut faire évoluer et améliorer encore les parts modales. Sujet difficile, les conseils, je pense qu'il y en aurait plein, et en même temps, je n'ai pas non plus énormément d'expérience sur ce poste-là, je préfère quand même le repréciser. J'ai le sentiment qu'il ne faut pas laisser le référent de mobilité tout seul, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne dans l'entreprise qui doit être référente mobilité. C'est ce que je propose maintenant de plus en plus aux entreprises que je rencontre, c'est de créer un petit groupe avec des représentants de la DRH, bien sûr, avec des représentants du service QSE, s'il y en a un, ou en tout cas équivalent, et avec quelqu'un de la communication interne. Et j'ai l'impression que du coup, lorsqu'il y a un trio de ce type-là qui se met en place, déjà, il y a un peu plus de dynamisme au sein du groupe. Il y en a toujours un qui va rebondir sur un sujet. Enfin, bref, j'ai l'impression qu'il y a une émulation de groupe. Et l'autre chose, dans les conseils que je donnerai, que je vais moi-même tester en interne, je pense que sur la mobilité, il faut communiquer de manière très régulière, mais par info flash. Je m'explique. Je pense qu'on a à peu près tous des écrans d'accueil, on a l'intranet, on a un journal interne, etc. On a aussi un courrier avec la feuille de salaire. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des petites infos flash qui peuvent toucher à la sensibilité de chaque salarié. C'est-à-dire, je m'explique, un coup, on va parler de la mobilité et de l'environnement, un coup de la mobilité et de la santé, un coup de la mobilité et du coût, par exemple le coût d'une voiture annuelle. Voilà, une info flash et on le répète assez régulièrement en fait. Et voilà, c'était pour l'intervention de Madame Guioni qui malheureusement n'a pas pu être présente. Je fais le lien d'ailleurs avec France Mobilité. On a fait une webconférence sur Optimix, donc l'outil qui met à disposition des employeurs pour travailler sur la mobilité des employés et qui est disponible sur la chaîne YouTube du coup de France Mobilité. Alors, je vous propose qu'on passe à une série de questions-réponses parce qu'on en a eu d'autres qui sont arrivées. On peut revenir sur le retour d'expérience sur une demande de précision de chiffres. Monsieur Bousquet en nombre de demandes par mois, avez-vous des chiffres? Il se questionne également sur la pertinence d'une plateforme d'accompagnement à la mobilité sur une longue durée d'ici 3-5 ans. Et une fois accompagnées, les personnes sont-elles amenées à revenir, à participer au copil? Je pense que comment se passe un peu l'animation de ce réseau? Oui. D'accord, donc sur les chiffres également par mois,
On les a aussi. Donc, on a eu au mois de janvier, février et sur la première quinzaine de mars, on avait une vingtaine, un petit peu plus d'une vingtaine par mois de demandes d'inscription sur la partie conseil en mobilité. Ensuite, on a vraiment eu une baisse avec le Covid sur le reste des mois et qui, malgré en fait, le déconfinement, a eu du mal à repartir en fait. Ça a commencé un petit peu à repartir en septembre. En octobre aussi, on a vraiment eu, voilà, on est reparti. Donc là, on a eu un petit peu de difficultés en octobre, mais en maintenant un atelier qui devait avoir lieu en présentiel, qu'on a réussi à passer en distanciel, en refaisant une présentation, notamment par exemple auprès de tous les agents Pôle emploi de l'agence qui couvre le territoire, ça a permis quand même là alors j'ai pas les chiffres pour le mois de novembre ni de décembre, mais de retrouver davantage de prescriptions par rapport à ça. Merci. Et du coup, ces personnes accompagnées participent au COPIL ou... Alors non, par contre, effectivement, le collège des représentants d'usagers du comité de pilotage, on est allé chercher en fait des représentants associatifs qui peuvent représenter différents publics. Donc, on a un conseil de développement durable qui est dans le comité de pilotage. On a une association vélo et une association sur la randonnée pédestre auxquelles on a demandé de participer au comité de pilotage et qui nous ont donné une réponse favorable aussi. On a une association qui travaille sur la parentalité sur plusieurs territoires auxquels on a demandé de rejoindre, puisqu'ils ont aussi mis en place en fait un bus qui permet d'aller à la rencontre des parents, des familles sur plusieurs communes, donc qui nous ont aussi rejoints. On a une assemblée pour le bien vieillir, mise en lien entre le CLIC et puis le plan local autonomie de la communauté de communes. Donc pareil, on a des membres de cette assemblée pour le bien vieillir qui nous ont rejoints. Donc on a essayé de brosser un petit peu différents publics de la sorte, mais qui sont vraiment plutôt des représentants associatifs ou de la société civile plutôt que nos usagers, effectivement. Et également un partenaire sur l'accessibilité, handicap, et puis nos coordinateurs bénévoles de l'association, enfin des associations qui font du chauffeur bénévole qui s'appelle Solidarité Transport. Oui, puis je suppose que passer par des associations, il y a toujours plus facile d'avoir un des membres disponible pour le copier. C'est peut-être aussi plus réactif que pour s'organiser très opérationnellement parlant, en fait. Oui, puis c'était aussi une vraie volonté d'intégrer ces différentes personnes dont j'ai cité les noms des structures dans le comité de pilotage, puisqu'en fait, eux ont développé aussi de leur côté une vraie expertise un petit peu dans leur domaine. Donc, c'était pour nous vraiment intéressant de les associer à ce niveau-là. Merci. Alors, on a une autre question sur le nerf de la guerre qui est le financement. Monsieur Gatete nous demande donc le financement obtenu est pour une année. Donc, comment comptez-vous poursuivre le programme en cours sur les... Alors, le financement obtenu par de manière globale ou... Oui, je crois que vous aviez dit que vous aviez eu des financements pour une année et les projets... Alors, la conférence des financeurs, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, on l'a obtenu pour une année. Mais par contre, le reste des financements, on les a obtenus pour les 3 années d'expérimentation. Alors, avec des petites différences, alors notamment, par exemple, au niveau de la directe. La directe, en fait, elle aide à faire émerger un projet. Donc l'aide, c'est pas sur les 3 ans, c'est sur moins que ça. Mais par contre, sinon, les autres aides, effectivement, ont été obtenues sur les 3 années d'expérimentation. Merci. Et une dernière question, avant qu'on revienne sur l'accompagnement France Mobilité, enfin cellule régionale. Pour accéder aux services que vous proposez, seul l'outil Internet est disponible ou il y a d'autres moyens?
Je ne sais pas si vous avez, Madame Marbeuf, entendu la question. Alors, l'outil Internet... Le seul pour accéder aux services proposés. Ah, d'accord. Non, l'outil Internet, effectivement, alors c'est pas on a plusieurs portes d'entrée sur la plateforme. Donc, effectivement, les personnes peuvent nous contacter par mail, mais sinon, c'est par téléphone et physique, en fait. C'est pas une plateforme numérique. Je dirais que c'est plutôt vraiment c'est un guichet unique physique, en fait, de renseignements et de services proposés sur la mobilité. Parfait, merci. Alors, du côté France Mobilité, on nous demande si vous accompagnez également les associations ou seulement les collectivités. Alors, les associations ne sont pas le cœur de cible, hein, c'est plutôt les collectivités qui sont le cœur de cible, mais rien n'empêche de prendre contact et de poser des questions. Et en général, les cellules répondent. Et même si ce n'est pas le cœur de cible, il y a eu plusieurs prestations réalisées pour des associations. Et peut-être que ça permet aussi de mettre en lien avec les collectivités, parce qu'on voit notamment dans le retour d'expérience qu'on a eu aujourd'hui, le rôle des associations sur le territoire sont... Oui, tout à fait. Alors après, je ne sais pas hein, quelle est la demande, voilà, quel est le besoin. C'est sûr que ce n'est pas la cellule qui peut monter toute l'association, la faire vivre, etc., bien évidemment, mais voilà, faire de la mise en relation, donner des conseils, etc., expliquer aussi le contexte territorial, etc. Tout ça, la cellule peut le faire, bien sûr. Parfait. Alors, on a plusieurs questions de M. Vigneron qui nous demande si France Mobilité intervient en tant que prestataire dans les projets du type bus nouvelle génération. Oui. Enfin, après, là, il faut contacter la cellule. Il n'y a pas de souci. Les cellules sont armées pour traiter de tous les sujets. Super. Parce qu'on a également le sujet du type pôle d'échange multimodaux. Donc, là aussi... Ah oui, tout à fait. Oui, en fait, donc, vous avez vous allez avoir affaire à des personnes qui sont ancrées territorialement, mais qui sont en fait les collègues des experts qui interviennent aussi de façon nationale sur des thématiques très pointues. Donc voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir un interlocuteur local qui a la capacité de mobiliser des experts qui sont pointus, voilà, à l'échelle nationale, que ce soit côté ADEME, côté CEREMA. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Posez vos questions, prenez contact, posez vos questions et c'est sûr qu'il y aura une façon de vous répondre. Et encore une autre question de M. Vigneron. L'accompagnement de France Mobilité pour une collectivité est-il gratuit? Oui, c'est tout à fait gratuit. Alors bien sûr, on fera pas, la France Mobilité ne pourra pas faire toute une prestation et l'idée, ce n'est pas non plus d'être en concurrence avec des bureaux d'études, etc., hein, bien sûr. Mais toute l'accompagnement pour le démarrage, en fait, pour vous permettre de bien vous poser les questions, par exemple, pour vous permettre de bien rédiger un cahier des charges, pour voilà, prendre tous les enjeux d'une question en compte, ou pour vous apporter un conseil sur l'ingénierie financière. Voilà, toutes ces réponses peuvent être trouvées auprès de la cellule. D'ailleurs, on a, dans l'interview de Madame Guilloni, il y avait une question qui était un peu sans réponse sur le forfait mobilité durable. Est-ce que les cellules régionales peuvent apporter des idées sur comment vérifier que les salariés viennent en vélo en entreprise? Oui, il n'y a pas de souci pour leur poser la question. Après, si c'est vraiment une question récurrente et qui nécessite une réponse un peu plus générale, parce qu'il faut aussi peut-être garantir une homogénéité des traitements, etc. Ça, c'est une question qu'on peut tout à fait, dont on peut s'emparer en tant que CEREMA ou partenaire France Mobilité pour apporter aussi une réponse sur le site. Et il y a peut-être même déjà des choses, puisqu'il y a cette thématique du management de la mobilité qui est présente sur le site France Mobilité. Donc voilà, là, je ne connais pas tout par cœur. Je ne suis pas allée voir, mais il y a peut-être déjà des éléments de réponse. Merci beaucoup. Il semblerait qu'on ait fait le tour des questions. Je regarde si nous n'en avons pas d'autres. En tout cas, ce qu'on retient, c'est ne pas hésiter à aller sur le site et à contacter directement France Mobilité ou les cellules. Et aussi, comme l'a fait au final Madame Marbeuf, de s'entourer aussi des acteurs
régionaux quand on peut le faire directement avec les associations, pour être au plus près donc, des besoins au final réels du territoire. Et bien non, plus de questions ni du côté Zoom ni du côté Vimeo. Je vous remercie toutes les deux et à Madame Guioni, même si elle n'est pas là, d'avoir participé à cette deuxième matinale sur l'organisation. Demain, nous parlerons gouvernance, donc avec Madame Mouvet, chef des politiques de déplacement au ministère. Le Scott Ariège pour nous parler aussi encore une fois, de la prise de compétences et de comment on s'organise en un mode plus coopératif pour s'organiser sur son territoire. Et on aura également SNCF Prospective qui viendront nous faire un point sur l'avenir du ferroviaire sur les territoires et comment la coopération peut être un levier intéressant pour garder ce mode de transport. Je vous remercie à tous. Madame Planté-Coste vous remercie également et précise que c'était très intéressant.